C'est très cru ce que je dis là, mais c'est très grossier. C'est encore peut-être amateur comme grille, mais c'est en construction et j'ai l'impression que ça me donne des éléments de compréhension du monde que les analyses mainstream ne me donnent pas, parce que les analyses mainstream n'osent pas aller dans le grossier, dans le vulgaire. Ah oui, tu c'est, disais qu'on c'est- serait pas là. Bah oui, Euh, ça crée une sorte de vortex à l'endroit où on est en train de discuter de quelque chose qui nous annule dans notre discussion. Mais c'est intéressant, hein. Moi, je parlais de supprimer la culture passée, pas de celle qui se crée en temps réel. Là, on est en train de créer un truc en temps réel. Donc, je ne vais pas empêcher les gens de faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant, tu vois. Mais par contre, je trouve on porte beaucoup trop le poids de, euh, de la culture passée. Je pense par exemple au truc de au devoir de mémoire. Tu sais, tous ces bâtiments dédiés aux morts, c'est-à-dire des gens qui sont plus là, euh, alors qu'il y a des gens qui sont vivants et qui n'ont pas de quoi se loger. Pour moi, il y a une grande dissonance. Je reste un petit peu communiste dans le fond là-dessus, tu vois. C'est comment ça se fait qu'on honore autant les morts et si peu les vivants? Peut-être parce que c'est plus facile d'honorer les morts que les vivants. Et pour moi, il y a énormément de crise de maturité à avoir culturellement sur ces questions-là, en tout cas. Hmm. Si je rebondis sur ce que tu viens de poser, déjà merci parce que ça me permet de voir ce que tu disais juste avant, ça précise pour que je puisse te rejoindre, donc merci. Et puis il y a, je crois que les morts sont plus faciles aussi à utiliser que de se prendre dans les dents quelqu'un qui est vivant et en souffrance, avec tout l'émotionnel qui va avec. Donc du coup, des monuments, on peut en faire ce qu'on veut, et puis on peut y aller une fois par an, et puis on peut attendre avant d'y retourner. On fait la photo qu'il faut, et c'est comme si on avait vraiment été là depuis le début. Il y a une sorte de facilité de détournement, en fait, avec ce genre de procédé. Si jamais tu veux te servir de l'histoire pour t'insérer à l'intérieur, c'est comme faire une photo avec une célébrité, ça t'apporte des points. Bah, c'est un peu pareil, je crois. Souvent, on raconte pas ce qu'on veut, on raconte ce qui nous a traumatisés. Et en fait, tu perpétues un trauma en croyant en rendant hommage aux morts alors qu'ils n'existent pas. La seule chose qui existe, c'est toi, traumatisé, qui perpétue ton trauma en disant devoir de mémoire, je sais pas quoi. Et pour moi, c'est terrible. Ouais. On a toute une culture de gens qui se traumatisent sans savoir qu'ils se traumatisent. Et c'est pour ça que je parle souvent de trauma négatif et de trauma positif aussi, parce que je considère que toute saturation cognitive, qu'elle soit basée sur un trauma au sens classique, une violence, euh, ou alors une saturation cognitive positive, mais beaucoup trop positive, c'est-à-dire une drogue qui nous aurait pété le cerveau, ou la pornographie, tu vois, se faire jouir plusieurs fois par jour devant des sites porno, ça traumatise aussi, et ensuite ça modifie ta perception de la réalité. Et comme que ce soit le trauma négatif ou positif, tu vas vouloir réappliquer ces schémas-là dont sont issus le trauma à tout ce que tu vas vivre, tu vois. Moi, quand j'ai maté mes premiers pornos, bah ensuite, la nana avec qui j'ai fait l'amour pour la première fois, on essayait de faire comme dans un film de cul, tu vois. C'était n'importe quoi. Mais c'était et je ne pouvais pas imaginer que c'était autrement, à ce moment-là en tout cas. Et ensuite, ce truc-là s'est détendu, et j'ai pu faire la part des choses. Et une fois, j'étais retombé à 25 ans sur une nana qui pareil, m'avait fait l'amour comme dans un film de cul, quoi. Je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est, je me suis dissocié tellement c'était bizarre. Enfin, tellement c'était, on fait le truc pour faire comme on a vu dans le truc, quoi. Quoi? Enfin, je sais pas, j'arrive pas à le décrire tellement ça m'a sorti. Et, euh, et pour moi, toute la culture, même la culture des, on va commencer par les contes pour enfants.
tu sais, qui sont assez dark, assez cruels. Ils sont assez traumatisants quelque part. Et c'est parce qu'ils sont traumatisants qu'ils se propagent. Si c'était trop gentil, l'histoire ne serait pas racontée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu comme Game of Thrones aussi. Game of Thrones, c'est de la violence à tout va. C'est des retournements de situation d'une cruauté insoutenable qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que de suivre. Parce qu'il y a un truc chez l'humain qui, je pense, vient du désir mimétique qui fait qu'on a envie de savoir qu'est-ce que nous on ferait dans cette situation, ou heureusement qu'on n'est pas dans cette situation, ou comment ça se fait que lui s'est fait niquer. Tu vois? Il y Hmm. a, et tout ça pour dire, une grande part de la culture, c'est du traumatisme qui se propage, que ce soit du trauma positif, soit par des œuvres, par du porno, par de la drogue, des choses comme ça, soit du trauma négatif. Et là, ça va être des patterns de violence de couple, ou de famille, ou même de société. Je pense à la violence politique de l'État envers le peuple, quoi. Intéressant. Récemment, j'ai joué avec des amis à un jeu qui s'appelle Le président et le trou du cul. Et c'est Ah un ouais? jeu où il faut être président, faut pas être trou du cul. Et c'est marrant, cette échelle hiérarchique entre tout en haut le président et tout en bas le trou du cul. Ça m'a fait penser aux gilets jaunes. Fallait pas être un gilet jaune, fallait être le président, quoi. Tu vois, c'est horrible. J'ai une grande sympathie pour les gilets jaunes, mais je vois qu'il y a un truc comme ça qui se joue avec la présidence qui jouit quelque part de de traumatiser des gens qui sont traumatisables. Du coup, c'est intéressant de voir la culture sous cet angle-là. J'avoue, c'est nouveau pour moi. Du coup, tu vois, je suis un peu, j'accueille. Et je trouve ça intéressant à plein d'égards, parce que justement, bah, je pense qu'on a ce point commun-là, et c'est de bien aimer les expériences de pensée, parce que du coup, ça amène à des endroits où on n'aurait pas forcément. Et j'allais te poser la question, est-ce que Game of Thrones, c'est une série qui s'adresse à nos connards et salopes intérieurs en premier lieu, ou pas? Est-ce que ça nous permet de vivre ça par procuration, de donner à manger sans agir vraiment dans le monde de façon justement tordue? Voilà, un simulacre. Ouais, ouais, dans Game of Thrones, il y a pas mal de connards et de salopes intérieurs chez les personnages. C'est ce qui les rend très humains aussi. Ouais, ouais, c'est une série assez bien écrite là-dessus, ouais. Hmm. Je me demandais si Je selon pense aussi toi. là, attends, Ouais, je pense je t'en aussi prie. là au catch. C'est plus trop la mode, je crois, le catch, mais pour moi, les catcheurs sont des connards. C'est chacun avec sa personnalité, son mode de jouir, mais ils se font tous des crasses. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ils mettent ça en scène, quoi. Mais je rebondis sur quelque chose que je connais mieux que le catch, mais qui est le théâtre d'impro, où quand on a tout le décorum de l'improvisation, on a l'arbitre. Et généralement, l'arbitre, justement, il joue ce rôle-là. On a même distribué des chaussons ou des chaussettes à l'entrée pour qu'on puisse lui balancer dessus. Et lui, son truc, ça va être d'être vraiment le connard de la soirée, en chef, qui tranche, qui décide de trucs injustes. Et donc, il y a tout un jeu autour de ça qui est assez joyeux. Hmm. Du fait que tout le monde est complice, quoi, et que ça crée des actions qui sont ça défoule et ça fait de mal à personne parce qu'en fait, c'est, je crois, assez jubilatoire pour ceux qui font les arbitres. J'ai jamais eu cette opportunité pour l'instant, mais je crois que c'est assez jubilatoire d'être arbitre en impro parce que tu vas pouvoir camper ça de façon à découvert parce que c'est le jeu. Et donc, du coup, c'est assez cool Ah oui, si en ce plus t'as rôle-là. le droit, et si en plus Hmm. c'est ton métier. Ouais, c'est ça. C'est le rôle dans le spectacle, c'est ce rôle-là. Qui t'est attribué. Donc du coup, tu es là, tu croises les bras, tu regardes les gens méchamment, tu dis des trucs méchants aux joueurs, tu leur dis qu'ils ont fait une faute, tu maintiens ton truc même s'ils se défendent. Enfin, vraiment, c'est en mode... c'est assez caricatural, mais c'est intéressant à vivre, je trouve. Ah, c'est marrant parce que dans ton exemple là, la personne peut jouir d'être un connard, c'est autorisé, c'est c'est mis à nu quelque part. Et du coup, Ouais, c'est sain. exactement. Mais je dois dire que tu me posais la question sur mon connard intérieur. Je crois que mon connard intérieur, j'aime beaucoup le mettre en scène dans les impros. Hmm.
Ça, c'est cool parce que justement, comme tu le disais, quand on écrit une série ou quand on écrit une histoire, eh ben, on a besoin de ces énergies-là pour créer des problèmes parce que sinon, il n'y a pas d'histoire. Et si on lâche ça, ben, ça se pète la gueule. Donc, du coup, le fait de faire de l'impro, c'est aussi quelque chose qui permet de vivre cette facette de nous ou ces facettes de nous parce que ça peut s'exprimer de différentes manières. Ou alors même de caricaturer les connards qu'on a vus à l'extérieur, de jouer avec ça sans risquer grand-chose, puisque finalement c'est que du jeu. Et je trouve vraiment que c'est une discipline intéressante aussi pour ça, parce que ça permet des choses qui effectivement sont assez touchy pour le reste de la vie en société. Et là, c'est encore préservé. Il y a une liberté à cet endroit-là qui est intéressante. Ouais, ouais, ça donne envie en tout cas comment tu le racontes. Du coup, pour ma prochaine question, je voulais savoir si pour toi, le monde occidental d'aujourd'hui est plutôt en déni de ces deux notions, ou bien en expression inconsciente, ou bien en expression consciente. Pour moi, en déni bien sûr. Et en même temps, en recherche de ça. Je pense par exemple au féminisme. J'avais fait une vidéo où je commentais un plateau de télé qui parlait de l'affaire Gisèle Pelicot. Et il y avait cette incompréhension, mais en mode comment c'est possible. Pour moi, c'est aberrant que des gens puissent ne pas comprendre l'affaire Gisèle Pelicot. Je trouve ça très compréhensible. Ok. C'est même évident, tellement c'est une histoire de connards. C'est des connards qui jouissent, sans aucun respect, en toute perversion. Et il n'y a rien de plus à aller chercher que ça. Mais comment dire, il y a aussi un truc à aller chercher du côté de la frustration. Je pense que c'est pour ça que les féministes ne sont pas arrivés à comprendre ces trucs-là. C'est que tu ne comprends ces trucs-là que si tu comprends qu'il existe des connards frustrés. Et que la frustration est une énergie pourrissante qui va créer des stratégies beaucoup plus médiocres et basse fréquence que des stratégies nobles ou humaines, quoi. Et, euh, et je pense qu'elles ne conscientisent pas la frustration masculine parce que ça arrange la salope intérieure. Parce qu'elles ne veulent pas voir à quel point elle génère de la frustration masculine. Elle génère sans en être, comment dire, coupable ni responsable. Mais par contre, tu peux en prendre la responsabilité. Pour moi, la notion de responsabilité, elle est toujours proactive. Elle est jamais attributive. C'est toujours quelque chose qu'on décide d'assumer. Je sais pas si ça répond un peu à ta Si, ça question. répond à ma question. Euh, dans ce qu'on a posé juste avant, la fiction, elle sert de catalyseur, en fait, ou de, comme si ça faisait un pont vers l'expression de cette énergie, mais sans la vivre vraiment, quoi. Il y a une sorte euh, ça rend possible la circulation de l'énergie du connard intérieur et de la salope intérieure à travers les personnages et à travers le fait d'être embringué dans ces histoires-là, donc soit quand on lit le bouquin, soit quand on regarde le film ou la série. Et, euh, et donc du coup, c'est vrai que par exemple, comme pas mal de gens, moi je me suis retrouvé par exemple, Better Call Saul, la série là aussi il y a de bons exemples à l'intérieur de ça. Euh, et c'est vrai que c'est fascinant en fait. C'est fascinant c'est de l'expérimentation, parce que là, tout à l'heure, je te parlais expérience de pensée. J'ai l'impression que c'est à peu près pareil. C'est de l'expérience de pensée mise à l'image, quoi, d'une certaine façon. Et on voit qu'on le veuille ou non, de toute façon, il y a juste à voir le fait que quand on voit passer un titre ou une vignette putaclic, on est tenté. On fait soit le travail de pas y aller, soit si on laisse le corps faire, j'ai l'impression que là, on est presque tous égaux avec ça. Ça titille un truc qui va nous chercher à un endroit qu'on maîtrise pas. J'ai l'impression. Quand c'est horrible, quand c'est inattendu, quand c'est percutant, quand c'est au-delà de l'imaginable, on a Quand besoin de c'est, savoir, quand, quoi. quand c'est traumatisant, Mm. Ouais, tout à fait. Donc, c'est le fameux buzz. Quelque chose qui buzz, c'est quelque chose qui traumatise suffisamment de gens. Le mm. mot trauma est peut-être un peu fort, hein. Pour moi, il est, Oui, parce que je il y a pense à comme, Gangnam il y a comme des Style, là, degrés. je me dis, c'est traumatisant en termes de qualité musicale, mais ça fait pas de mal à grand Bah, monde. qu'est-ce que tu dirais d'un truc
qui te reste en tête toute la journée, Oui, c'est jour vrai. après jour, et que dans toutes les soirées que tu fais pendant 3 mois, c'est obligé que cette musique doit passer. Ouais, je vois. Est-ce que c'est pas la définition d'un trauma, quelque chose qui doit se répéter encore et Mm. encore et encore et encore, tu vois, Ah ouais, entendu. jusqu'à s'épuiser et s'atténuer. Mm, Et c'est là où on voit la puissance de certaines œuvres aussi, qui l'œuvre ne suffit tellement pas que les gens font des théories ou imaginent la suite ou un univers alternatif ou du roleplay ou tu vois ce genre de choses. mm, ouais. Pour finir là-dessus, pour moi du coup tout créateur de contenu quelque part est dans l'expression de son énergie sexuelle et dans une forme de proposition de traumatisme ou en tout cas de proposition du fait d'imprégner les gens et du fait que les gens vont penser à toi, vont se faire marquer par toi et vont peut-être répéter, faire le perroquet ou partager, transmettre et devenir un peu tes obligés, pas tes servants, mais quelque part je vois une forme de prédation de la culture, en tout cas, Ok. tu vois. Du coup, toi, tu t'es en conscience en train de faire ça avec ta chaîne, par exemple? Ouais, moi je suis un prédateur. Ok. Je sais que je baise le cerveau des gens et que Ok. les gens adorent ça. J'essaye de faire en sorte qu'ils adorent ça. C'est pas toujours le Ok. cas. Des fois c'est de la mauvaise baise et ils sont pas contents. Ok, ça marche. Euh, je sais pas trop ouais, comment me situer là-dessus. Je dirais que peut-être que je suis plus dans l'inconscience à ce niveau-là. Euh, sans Bon, doute. on verra quand on fera ton analyse ipséité. Ok, ça marche. Ah oui, très bien. Ouais, ouais, je t'annonce à toi qui nous regarde que j'ai proposé un petit jeu à Trigor. Je sais qu'il a sa grille de lecture, ipséité, dont il se sert sur sa chaîne pour analyser à peu près n'importe quoi qui peut lui passer sous le nez. Et donc, du coup, je lui ai proposé d'explorer un peu la chaîne, d'aller fouiner un peu à droite à gauche, et puis d'en faire une analyse ipséité qui viendra plus tard dans notre échange. C'est ce qu'on appelle du teasing. À tout à l'heure pour ça. Et pour la question qui suit, c'est une question qui change un petit peu de domaine, c'est plus personnel. Je sais que du coup, c'est quelque chose qui justement, c'est à la fois quelque chose que tu appliques au monde, mais c'est quelque chose qui t'est personnel, cette façon de voir les choses avec ce connard et cette salope intérieure. Je trouve ça intéressant, donc ça veut dire que c'est pas forcément uniquement dans ton petit coin mais ça résonne d'en parler. Et je trouve ça euh, à la fois, c'est ce que je disais au début de l'échange, mais casse-gueule et en même temps passionnant. Donc, si c'est passionnant, allons-y. Ça me paraît valoir le coup. Le jeu en vaut la chandelle. Et donc, qu'est-ce qui change dans une relation amoureuse où les partenaires assument ces aspects de leur personnalité? Est-ce que c'est ce que tu es en train de vivre toi, ou est-ce que c'est en chemin? Ouais, ouais, moi c'est ce que je vis avec ma compagne. Pas toujours, mais voilà, quand on peut l'assumer, on l'assume et on joue un peu à ça, on se découvre à ces endroits-là. Et ce qui se passe, c'est, il y a une nana que j'ai écoutée sur ta chaîne, c'est dans les premières vidéos, je sais plus son nom, qui avait une très jolie phrase pour exprimer ça, c'était tu passes de l'attachement à la relation, c'est-à-dire que tu sors de ce truc binaire entre attachement et abandon, et tu trouves entre les deux la relation, Hmm. tu vois. Et cette relation, elle est mouvante, et à chaque fois, elle implique de trouver la juste distance. Et il y a quelque chose comme ça, quoi, qui apparaît quand ces dynamiques-là sont écoutées, révélées et assumées. Ok. Mais la plupart du temps, c'est pas assumé au début, surtout quand c'est nouveau, surtout quand on débute avec ces notions. On voit pas le problème au début. On se rend pas compte de à quel endroit on a pu être un connard, à quel endroit on a pu être une salope. Et il faut vraiment être à l'écoute de l'autre et vraiment dire ah bon, ah ça t'a touché à cet endroit-là, ah parce que moi je m'en foutais vraiment. Enfin tu vois est-ce que je peux trouver un exemple? Ah j'ai pas d'exemple qui me vient qui soit pas trop intime. Bah, t'inquiète, hein, ça te reviendra peut-être plus tard.
On peut laisser Oh, comme tu veux. Tu peux prendre un peu plus de temps si tu as envie, il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y, je prends un peu plus de temps. Ok, ça marche. Non, j'ai que des trucs intimes, donc on va passer Ok. à un autre truc. Ben, du coup, j'ai coupé le moment où tu cherchais, mais tu as cherché donc des exemples et ils étaient à chaque fois trop intimes. Donc, pour moi, ça illustre bien le fait que ce que vous vous offrez, c'est vraiment quelque chose qui est enfin, précieux dans le sens, ça sort pas de partout, quoi. On peut pas l'offrir n'importe où, n'importe quand. Donc ça montre ça démontre presque la valeur. Tu as essayé de nous offrir un moment issu de ton expérience de couple et t'as pas pu parce qu'en fait, ça appartient tellement à votre couple que tu peux pas en sortir un exemple. Intéressant, Ouais, c'est ça. chouette. Bah, je me réjouis que vous partagiez ça. Déjà, c'est chouette. Dans ma perception, je fonctionne beaucoup avec le chiffre 3 et il me semble qu'on peut exprimer son connard intérieur en 3 étapes. Étape 1, en étant identifié à lui et donc avec aucune conscience de ce que nous infligeons aux autres. Étape 2, on réprime ce côté-là qu'on aimerait éradiquer précisément pour pas ressembler aux personnes en étape 1, qui sont caricaturaux et pas fut-fut. Et étape 3, on accepte en partie d'être un connard et on apprécie d'agir comme tel à certains moments, ce qui fait de nous des humains au final. Comment ça sonne pour toi? Ah, mais t'as tout compris. Ok. Est-ce qu'il y aurait une étape 4 selon toi? Ouais, l'étape 4, c'est bah, connard intérieur, quand il est assumé, il peut se détendre à un point où il devient obsolète. Il peut se détendre à un point où il se rend compte que parfois, euh, c'est des enfantillages. Et la vie demande plus que ça. La vie a envie de plus que ça. Et parfois, tu peux jouir d'avoir eu un peu de contrôle dans ta relation, tu peux jouir d'avoir plu à telle gonzesse, tu peux jouir de... Mais parfois, c'est de trop. Parfois, c'est inutile. Parfois, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai encore besoin de plaire à je sais pas qui? Pourquoi j'ai encore besoin de contrôler ma compagne? Pourquoi je... Tu vois? Ce serait ça la quatrième étape, c'est ayant assumé le connard intérieur, il peut enfin se détendre. Et il peut enfin, quelque part, commencer à disparaître au sens égotique, où Ouais. ton ego disparaît pour laisser plus facilement passer l'être. Donc on rejoint tout à l'heure le fait que au-delà de la jouissance ou de l'extase, il y a la contemplation. On est là-dedans. Bah, c'est surtout qu'il y a une extase qui pour moi, dépasse le connard intérieur, la salope intérieure, Mm. qui ne sont pas envisageables tant que tu restes cramponné à ça. Enfin, je sais pas, encore ça dépend de comment on voit, mais en fait, au bout d'un moment, il n'y a plus de connard, il n'y a plus de salope. Il y a juste toi qui t'exprime pleinement. Et s'il y avait une part qui avant était une part d'ombre parce que la société, c'était pas dans son narratif mainstream, que maintenant c'est assumé, c'est acté, ah ouais, ça fait partie de la routine. C'est plus un connard, c'est plus une salope. C'est toi qui vit avec nonchalance ce qui t'a été donné à vivre. C'est toi qui te gave de ta propre vie et si t'es dans si t'es par exemple dans un mode de jouir de gaver les autres, bah tu gaves les autres aussi d'abondance. Enfin, je sais pas comment dire, mais au bout d'un moment, ça ne porte plus le nom de connard et de salope. Mm. J'entends, je reçois et je me dis qu'on marche en fait, enfin on marche. Euh, Façon imagée de parler, on marche dans le fait de mettre en déni ces parts-là de nous, puisqu'en fait on, on- on agit collectivement à des endroits où on maîtrise rien parce qu'on n'a pas les aptitudes qu'il faut pour être vraiment ensemble, pour construire vraiment ensemble. Du coup, c'est nos connards et nos salopes intérieures qui construisent le monde sans qu'on le sache, dans les dynamiques violentes qu'on s'inflige les uns les autres, dans la soumission dont on fait preuve pour se mettre en sécurité, etc., etc. Donc c'est comme si en fait euh,
ce déni-là, quand on parle de retour du refoulé, là, c'est comme s'il y avait une sorte de vague de refoulé qui nous passait par-dessus et qui nous englobait dans notre mode de vie collectif et ce qu'il génère de matière qu'on a nous-mêmes travaillé d'une certaine façon. Alors, je sais pas si je vais trop loin, mais ça m'a donné cet aperçu un peu. Je pense que le mode de vie collectif, c'est de la gestion de connards et de la gestion de salopes. Vulgairement, grossièrement. C'est-à-dire que toutes les cultures très grégaires visent à contrôler, par exemple, les femmes. Ou alors visent à faire en sorte que les mecs ne vont pas violer et tuer trop bêtement. Tu vois, il y a une gestion archaïque du connard intérieur, de la salope intérieure par la société, jusqu'au point où la société évolue tellement que ils reviennent d'abord par un retour du refoulé, mais aussi ils reviennent parce que ça fait partie de notre individualité. Et notre individualité, c'est ce qui nous est demandé d'exprimer et de vivre dans une société qui est individuelle. Les connards et les salopes sont ultra présents sur Tinder. Tu vois, c'est le championnat du monde du connard intérieur, de la salope intérieure. Et ça n'existe que dans une société individualiste. Évidemment que dans une société traditionnelle, ça ne sera pas exprimé du tout de manière individuelle, ou alors ça serait exprimé de manière... Je dirais pas que ce serait exprimé tout court. C'est vraiment pour moi des sociétés, une expression de l'individualité, du moi-je qui a envie de bouffer le monde, du moi-je qui a envie d'être quelqu'un et de pas être de la merde. Et c'est d'ailleurs souvent, je dis souvent que le connard, ce qu'il veut, c'est baiser le monde, et la salope intérieure, ce qu'elle veut, c'est ne pas se faire baiser par tout le monde. Tu vois, c'est-à-dire que une nana par exemple qui sort dans la rue, qui se ferait agresser à chaque fois qu'elle sortirait dans la rue, mais quelle insécurité. Est-ce qu'elle se sentirait valorisée? Pas du tout. Tu vois, donc pour gagner en valeur, il faut qu'elle ait le pouvoir de ne pas se faire baiser par tout le monde, à commencer par sa propre famille, donc se protéger de l'inceste. Ensuite, par la société, qu'elle vit dans une société suffisamment sécurisante pour qu'elle puisse s'habiller comme une femme ou même parfois de manière sexy, sans se faire agresser. Et c'est pour ça que tu regardes les stars, par exemple, sur les tapis rouges, elles mettent des robes, mais comme parfois des robes de prostituées. Mais pour autant, elles ne vont pas se faire agresser. Elles ont toutes les caméras braquées sur elles, elles ont de la valeur, personne ne va les baiser. Et encore, quoique, tu regardes des affaires MeToo, Balance ton port, etc., avec des producteurs qui se font balancer. Et pourquoi ils se font balancer? Parce que les nanas ne voulaient pas se faire baiser, en fait. C'est ça que la salope intérieure, elle veut. C'est, moins je me fais baiser, plus j'ai de la valeur. Plus je suis convoité, et pour autant personne n'a le pouvoir de me baiser, plus ça veut dire que je suis quelqu'un. C'est ce contraste entre les deux. Tandis que le connard intérieur, c'est plus je peux baiser des gens, plus je suis quelqu'un. Mais que ce soit au sens sexuel ou au sens un dictateur qui peut faire ce qu'il veut de son peuple. Tu vois, c'est très cru ce que je dis là, mais c'est très grossier. C'est encore peut-être amateur comme grille, mais c'est en construction et j'ai l'impression que ça me donne des éléments de compréhension du monde que les analyses mainstream ne me donnent pas, parce que les analyses mainstream n'osent pas aller dans le grossier, dans le vulgaire. Et c'est pour ça que je redécouvre avec affection le monde des téléréalités ou de Tanaland. J'avais fait une vidéo là-dessus. Tanaland, qui est une espèce de mode TikTok de petites puputes sur OnlyFans, qui sont dans l'exaltation de leur salope intérieure. Tanaland, c'est le pays imaginaire où les femmes ont le droit d'être des salopes sans jamais se faire emmerder par un seul connard. Tu vois, c'est le fantasme ultime de la salope intérieure. Donc j'adore le fait qu'elles expriment aussi ouvertement ça. Et ça, si on est à l'écoute de ça, ça peut créer un nouveau monde très sympa. Ça peut créer un nouveau monde dans lequel les femmes ont le droit d'être des salopes, les hommes ont le droit d'être des connards. Dans le respect
de la souveraineté individuelle. Et ça veut dire que c'est un monde de gens autosuffisants et matures émotionnellement. Et puisque tout le monde peut trahir tout le monde, alors on peut enfin commencer par faire la paix. On peut enfin commencer à relationner. Parce que ça n'a aucun intérêt. Si tout le monde peut trahir tout le monde peut faire le connard ou la salope avec je sais pas qui, et ne rien assumer, bon, personne ne veut vivre dans un monde comme ça. Et il y a un bouquin que j'aime bien qui s'appelle Archéologie de la violence de Pierre Clastre, où il raconte que la paix, que c'est pas la guerre qui vient troubler la paix, que c'est la paix qui vient dans des tensions guerrières, qui vient via des contractualisations multiples et de plus en plus complexes, et au bout d'un moment, ça pose un socle de paix au-dessus d'un climat de guerre. C'est ça qu'on appelle la paix, qui donne le monde moderne de paix qu'on connaît aujourd'hui. Mais et dès qu'il y a un traité de paix qui saute, on se rend compte qu'il y a des tensions de guerre qui peuvent rester au fond, que ce soit en termes ethniques ou en termes de trauma, de peuple, de je sais pas quoi. Tout ça pour dire, je vois une dynamique similaire dans les relations, c'est que si on accepte, on s'autorise à penser que c'est une bonne chose, que les hommes assument leur connard intérieur, que les femmes assument leur salope intérieure, c'est une bonne chose dans la mesure où ça met en lumière, comme Pierre Clastre montrait avec toutes les guerres qui finalement ne peuvent que créer de la paix, parce que sinon c'est tout le monde contre tout le monde, tu t'entretues et c'est un enfer. Pour moi, ça ne peut que créer un monde où, en fin de compte, la seule chose qui reste à faire, c'est de relationner pour de vrai. Et j'aime bien l'idée de contribuer à ce monde-là. Hmm. Ouais, c'est extrêmement cru, vulgaire et profond en même temps. Et je te remercie de partager ça et puis euh, ouais, je suis content d'échanger là-dessus. C'est passionnant et je trouve que là, ce que tu citais par rapport au bouquin que j'ai pas lu et que je connaissais pas, je trouve ça extrêmement intéressant aussi. Le niveau de paix qui devient plus insupportable que... Et même, on peut faire le parallèle presque avec le fait de rester en couple ou pas, parce qu'à des moments, la paix dans le couple coûte trop cher pour les deux, et c'est là où ça... Ou pour un, vraiment beaucoup, et c'est là où ça pète finalement. Entretenir la paix. Et donc, du coup, l'alternative à cette paix qui coûte très cher, à coup de déni ou de non-expression de qui on est, l'alternative à ça, c'est de tout mettre sur la table et de dire, bon, bah voilà, il y a ça, puis il y a ça aussi, et puis... et C'est de donc, du mettre en coup... lumière la guerre. C'est de ouais. mettre en lumière la guerre, la télé-réalité ou la cour de récré. Et le pire, c'est que j'en vois beaucoup des couples qui ignorent ça, qui ignorent ces pans de réalité, des mecs qui n'envisagent même pas la salope intérieure de leur grossesse, alors que c'est criant, ou alors des nanas qui n'envisagent pas le connard intérieur de leur mec, et tu vois que leur problème de couple tourne toujours autour de ça, et que ne voulant pas y aller, ils vont essayer de trouver d'autres narratifs, et pourquoi pas si ça fonctionne, mais pour moi c'est un raccourci, quoi. Enfin, c'est un énorme biais cognitif, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire c'est une autoroute de sens, c'est par là que se trouve le truc. J'entends ça comme presque une institutionnalisation du couple. Je suis obsédé par ça parce que je déteste les institutions. Ça me met en situation de. On y reviendra plus tard, mais c'est mon top de Vexamonde à moi, je crois. Ah, Euh, euh, du coup, ouais, l'institution, ça va être le fait de figer la vie pour qu'elle soit fonctionnelle d'une certaine façon. Et au bout d'un moment, au début, ça a du sens pour les gens qui ont mis en place le règlement numéro 1, puis qui l'ont amélioré un petit peu par rapport au premier problème. Mais quand on est 32 ans plus tard avec des gens qui n'ont pas décidé du début et qui n'ont plus de lien avec ça, on se retrouve dans des torsions intérieures pour correspondre à la case qu'on t'indique parce que c'est comme ça que ça se fait, qui sont extrêmement douloureuses. Et donc, du coup, je me dis presque, le fait d'enterrer la guerre dans un couple, le fait de pas la mettre au centre, cette guerre, parce qu'en fait, elle est naturelle dans le sens où on est des individus avec nos failles, avec nos incompréhensions, avec nos travers, avec etc., nos histoires, nos traumatismes et tout ça.
si la guerre, elle n'est pas éclairée, en fait, elle va donner lieu à une institutionnalisation du fonctionnement. Oui, c'est très juste, Euh, ouais. et c'est là où ça devient en fait insupportable parce que ça roule tout seul. Mais Je... peut-être même que l'institution est là pour masquer la guerre. Hmm. Ouais, je pense. Bah, c'est pour harmoniser de toute façon les comportements et les règlements. Euh, En tout pour cas, des... codifier, harmoniser, je sais pas. Hmm. Bah, c'est une volonté peut-être de départ. Je prête des bonnes intentions, j'en sais rien. Mais Ouais. ouais, ouais, cool. Je suis content. J'avais jamais fait ce parallèle. Je te remercie. Je voudrais faire une petite pause pour juste m'adresser à toi qui regarde cette vidéo, juste histoire de te dire, avant de balancer ton commentaire cinglant sur le fait que ce qu'on dit c'est de la merde, laisse-toi toucher par ce qu'on échange et vois ce que ça fait chez toi, s'il te plaît. Je peux pas t'empêcher d'écrire, donc si t'as envie d'écrire, écris. Mais il y a quelque chose de chouette si tu te laisses un petit peu. hum, Bah, on revient à cette histoire de pouvoir là. On revient à cette histoire d'énergie sexuelle du youtubeur, ça y est, j'y suis. C'est le fait de dire, bon bah tu peux très bien bloquer et dire c'est de la merde. Bon, du coup, je me demande ce que tu fais encore là parce que ça fait un petit moment que tu regardes. Mais deuxième chose, si ça te cherche à l'endroit où c'est trop difficile pour toi, il faut que tu t'économises cette expérience. Et sinon, laisse un petit peu infuser avant de dire à l'emporte-pièce ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait dire, etc. Là, nous, on marche sur un fil pour le bonheur que ça nous procure d'être dans justement cet endroit-là qui est en fait passionnant en chantier. Pas du tout. Bah, plus on avance, plus le chantier, pour moi en tout cas, devient intelligible. Et c'est ça que j'aime bien dans la vie. C'est, euh, C'est- c'est- Je t'en prie. Ouais, c'est ça, on peut préciser qu'on n'est pas là en train de détenir la vérité ou quoi, on est juste des êtres humains qui tentons de comprendre d'autres êtres humains et qui partageons nos pépites. Voilà. Tout à fait. Et le truc, c'est l'expérience de pensée. Et si c'était intéressant de considérer les choses de cette façon, et si c'était intéressant que tu te regardes sous l'angle du connard ou de la salope intérieure, juste pour rencontrer cette facette-là de toi, potentiellement, et puis peut-être pour même finir par en faire une facette qui n'agit pas dans l'ombre et qui tire pas les ficelles au-delà de ce que tu connais de toi, pour pouvoir t'offrir vraiment à toi-même et aux autres. Ceci étant dit, et justement, bah, tu vois, c'est assez cohérent cette histoire. Il faut beaucoup de courage pour assumer ces magouilles. Est-ce que la vulnérabilité et le courage sont étroitement liés dans cette expérience qui consiste à assumer son connard intérieur ou sa salope intérieure? Il y a une équation que j'aime bien, c'est de dire que le courage, c'est la vulnérabilité multipliée par la puissance. C'est-à-dire que si t'as pas de puissance, ta vulnérabilité, bon bah tu te fais marcher dessus. Et si t'as pas de vulnérabilité, t'es peut-être très puissant, mais tu t'écrases tout le monde. Et le courage, ça demande de marier les deux. Et, et par conséquent, oui, pour assumer le connard à la salope intérieure, il va falloir assumer qu'on est à la fois puissant et vulnérable. Et que Ok, cette puissance, elle peut faire des dégâts, et que cette vulnérabilité, elle peut se prendre des dégâts. Cette puissance, elle peut affecter, cette vulnérabilité peut se faire affecter. Et, et c'est pas toujours conscient. On n'est pas toujours conscient de sa puissance, on n'est pas toujours conscient de sa vulnérabilité. Et c'est là où il y a un gros travail de dev perso, je trouve, de rencontrer qui on est à l'endroit de notre vulnérabilité et à l'endroit de notre puissance. Il y a des... Typiquement, il y a des nanas, elles ne, elles n'assument pas leur puissance sexuelle. Il y a trop de mecs qui gravitent autour, ça les dépasse, et le subissent, et elles en sont victimes. Tu vois, c'est ça que j'entends par puissance. Et ça mhm. demande du courage d'assumer ça, d'assumer que tu as autant de pouvoir sur autant de personnes. Qu'est-ce qui se passe si tu prends en main ce pouvoir? Ça peut être vertigineux de se poser comme Mhm. question. C'est très transgressif par rapport justement à ce que culturellement on a l'habitude de voir, en tout cas par mon prisme, hein, évidemment je peux parler que de mon expérience, mais j'ai l'impression que c'est transgressif de déclarer sa puissance, donc de la reconnaître, de la mettre dans le jeu.
c'est plus facile de laisser les autres faire ce travail-là, puisque un gros, j'ai l'impression, voilà, peut-être que ça rejoint notre échange d'aujourd'hui. Ah tiens, tu vois, j'avais peut-être ça pas loin sous une autre forme en fait à l'intérieur de mon système à moi. En gros, je trouve qu'on utilise une bonne partie de l'énergie dont on dispose pour que les gens nous apportent les mots que nous ne voudrions pas nous attribuer à nous-mêmes sous peine je sais pas, de s'électrocuter de honte ou un truc comme ça. C'est-à-dire que si j'ai besoin que les gens me trouvent intelligent, c'est parce que moi, je peux pas déclarer ça. Si je déclare ça, c'est prétentieux, et c'est transgressif parce qu'on dit pas ça. Si on dit ça, on est Michael Oui. Vendetta, si on rejoint les références de vieux et la télé-réalité en même temps. Donc du coup, le but du jeu, c'est de manipuler son monde pour obtenir les mots qu'on ne peut pas s'adresser directement. Mais ça, Il y a ça un c'est truc ton comme connard ça. intérieur, hein. Ben écoute, je crois que mon connard intérieur, alors je le connais bien finalement. Ok. Euh, de, de... Et puis je le connais bien chez les autres aussi, dans le sens où j'ai observé ça. J'ai observé que cette quête de compliments dont on doit être dupe pour que les compliments fonctionnent, elle prend une énergie de taré parce qu'il est impossible de déclarer sa propre puissance sans paraître prétentieux. Et je crois que peut-être que c'est ce que je me dis pour adoucir la nouvelle, hein, mais je crois que c'est assez répandu comme façon de fonctionner. Oui. Et c'est quoi le problème de paraître prétentieux? C'est quoi le problème de pas être prétentieux? De paraître prétentieux. Ah, de paraître prétentieux. Ah bah c'est une histoire de. Alors là je vais chez moi dans comment c'est construit. C'est je me sens au-dessus du monde et en dessous du monde et j'ai remarqué et je crois que les personnes qui sont toujours un petit peu dans la plainte ont compris ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait il vaut mieux être victime que au-dessus en train de dire j'aime pas votre monde. Dans ce cas-là on peut récolter un petit peu euh, de sympathie, voire d'empathie à l'endroit où on avoue être en dessous du monde parce que c'est beaucoup plus facile, ça crée beaucoup plus d'apport énergétique d'être en dessous que d'être au-dessus. Si on est au-dessus, bon bah t'as pas besoin de moi. La personne elle va dire ça en face. Donc si on assume le truc d'être en dessous, les gens ils se sentent au-dessus et donc du coup ça les valorise et donc du coup ils sont là. Ok, intéressant. C'est marrant. Moi, je vois ça à Ah l'envers. ouais? Bah, pour moi, Ah ça. c'est les gens qui se prennent pour je sais pas qui bouffent l'énergie des gens, et les gens qui se sous-valorisent, ben on les considère pas. Bah, ce que j'ai envie de dire, c'est si tu veux au niveau du rayonnement, par exemple, si tu vois, si on prend un exemple actuel que tout le monde voit, soit Macron, soit Trump, mais plutôt Trump, dans la décomplexion avec laquelle il sait qu'il est Trump, il puissant. rayonne plus, ouais, grave, bien sûr. Trump, c'est un Euh, connard qui s'assume. Tiens, bon exemple. ouais. Ah bah oui, c'est sûr que c'est un bon exemple. Et du coup, dans le fait que ça soit un connard qui s'assume, tu vois bien tout ce que ça provoque comme détestation de qui il est, de sa décomplexion. Personne. Euh, Ce que je veux dire, c'est qu'il est de bon ton de trouver ça too much et de le pointer du doigt comme un connard notoire. Comme ça, nous, on n'est pas le connard et voilà. Lui, il vit sa puissance au grand jour, il s'en fout. Mais faut pouvoir s'en foutre. Déjà, c'est un premier truc, je crois. Mais deuxièmement, une personne qui va plus être... parce que là, c'est le rayonnement, mais il est tout seul. Trump, je crois pas que ce genre de personnage, quand on est en haut du pouvoir, là, comme ça, bon, bah, notre puissance, elle est là, mais finalement, on est entouré de personnes. Il y a personne qui est en vraie relation avec nous. Enfin, c'est compliqué, quoi. On s'isole dans cette... on est trop puissant pour avoir une relation normale avec les gens. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est compliqué, ça. Pour les gens de pouvoir, ils expliquent leur solitude dans certains témoignages. Ça provoque de la solitude de faire ça. Alors que, en bas, là où il y a tout le monde, il y a que des gens écrasés. Et la solidarité entre gens écrasés, elle est très forte. Et en plus de ça, si jamais on va voir quelqu'un qui se sent écrasé et qu'on lui dit je suis désolé, mais j'ai besoin de toi parce que je suis encore plus écrasé que toi, la personne elle se dit oh, je suis pas le plus écrasé et elle est contente. Et donc du coup, il y a une prise de pouvoir par en dessous. Ok. Bah, Euh, ça me parle pas trop, ça. Ok. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu connais pas des personnes à qui il arrive merde sur merde et même si elles ont des occasions de s'en sortir, finalement ils vont retomber dans la merde parce que finalement Ah, c'est leur storytelling, si, c'est ça. Ils peuvent pas passer si, à un mais autre mode de relation au monde. ouais, mais c'est pas un problème.
Bah, c'est pas un problème, oui. Mais par contre, ces personnes-là, si elles continuent, même si elles ont des portes de sortie de ce système dont elles se plaignent en permanence, si elles continuent de remettre une pièce dans la machine, c'est bien qu'elles y gagnent plus que ce qu'elles disent en perdre, Ah, tu vois. égotiquement, oui, bien sûr. Oui, oui. Hmm. Voilà, bon, petite Mais, parenthèse, mais- et mais et c'est là où je reviens là-dessus, sur assumer le connard ou assumer la salope, va faire que tu vas lâcher ton ego au bout d'un moment. Que ça va se hmm, détendre. Et tu vas sortir des patterns. Des patterns dans lesquels tu t'enfermes égotiquement. ouais. Bien sûr, C'est- les gens qui sont comme ça, c'est des connards, c'est des salopes. Enfin, quand je dis c'est pas pour les essentialiser, mais c'est ça qui est à l'œuvre, hmm. tu vois. Ça rejoint la thématique qui est intéressante de si j'ai pas peur d'être démasqué, ça détend tout le système en fait. C'est pas forcément d'être démasqué qui fait peur, c'est de se rendre compte d'à quel point c'est énorme, d'à quel point on est un immense connard ou une immense salope. Les gens qui découvrent vraiment leur connard intérieur ou leur salope intérieure sont bouleversés. Je pensais pas à ce point que j'étais une salope. Je pensais pas que je pouvais être un connard à ce point. Tu vois, il y a ce truc-là. C'est tellement gros que, euh, que c'est beaucoup. Et, et, Ok. et du coup, c'est beaucoup en termes de vulnérabilité et de puissance aussi. C'est si j'assume ça, mais putain, la puissance? Non. Est-ce que je suis prêt à assumer autant de puissance? Non. Moi, je vais rester en bas. Là, c'est la zone de confort en bas, tu vois. Hmm. Je peux ne rien assumer. Bon. Ou alors, c'est pareil pour la vulnérabilité. Les gens qui font les gros durs, qui ont une grosse carapace, s'ils se mettent à assumer leur vulnérabilité, c'est tellement... tu Hmm, vois. hmm. C'est ça qui est courageux pour ces gens-là. Pour les gros Ouais, durs, je ce qui est comprends. courageux, c'est d'assumer le vulnérable. Et Tandis... toi, dans ton travail d'accompagnement, tu as déjà assisté justement à des révélations de ce type de une découverte, toute la puissance et toute la... les gens me contactent pour ça. Ok, c'est, c'est principalement pour le connard intérieur et la salope intérieure. ok. Ouais, ouais, Ça, c'est le sujet. ça te fait quoi d'être un révélateur de connard intérieur et de salope intérieure? Ah, c'est génial, je m'amuse. Ça C'est, dit c'est, beaucoup de c'est- ton mode de jouissance ou quoi? Ouais, ce que j'aime bien percevoir et révéler des trucs que les gens ne voient pas et apporter ça comme un cadeau ou comme un. C'est plutôt une transmission, je vois ça comme une transmission parce que la personne repart avec, elle va pouvoir le montrer à d'autres gens aussi. Et le chemin ne fait que commencer parce que la personne qui conscientise ça chez elle-même ou chez sa partenaire, son partenaire, ce n'est que le début du voyage. Parce que des connards intérieurs, des salopes intérieurs, il y en a plein différents, de races différentes, de modes de jouissance différentes. Et là, on se met à enquêter. Mais attends, cette meilleure amie avec qui je m'embrouille tout le temps, avec qui je parle plus depuis 3 mois, c'est sa salope intérieure. Mais pourquoi? De quoi elle jouit? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et là, on se met à se poser des questions d'altérité. C'est à quel point cette personne est différente de moi pour que ça n'ait pas coïncidé à ce point. Hmm. Ou Et similaire aussi. bah, en général, quand c'est similaire, on le voit. J'ai l'impression Ok. que les gens qui raisonnent comme nous, on se capte très vite. Ok. Il y a pas la possibilité que, par exemple, je vois chez quelqu'un pile mon connard intérieur ou pas loin, un dérivé assez proche, et que pour me préserver de la révélation de mon propre connard intérieur, je rejette cette personne en la montrant du doigt et en disant je veux plus la voir. Ah bah si tu vas pas assumer chez toi, c'est sûr. Hmm. Mais ça t'est pas arrivé, toi, de rencontrer un petit jeune qui te fait penser à toi avant, dont tu vois les petites magouilles, Si, si, bien sûr. Puis comme tu vois? je suis devenu père il y a pas longtemps, je risque d'avoir affaire à encore plus précis que ça, assez rapidement. Euh,
Du coup, j'ai un truc qui me vient. Alors, je sais pas si tout le monde pourra suivre là-dessus, mais si jamais tu veux comprendre de quoi il est question, sur la vidéo avec Jean-François Noubel intitulée Pré-rationnel, rationnel, transrationnel, qui est sur la chaîne, bah, voilà, je t'invite, si tu comprends pas ma question et si tu as envie de la comprendre, à aller voir cette vidéo ou à te renseigner sur ces notions-là. Je sais que toi, tu es familier de ça, et donc du coup, je voulais te poser cette question. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, dans les trois étapes que je t'ai exposées juste avant, avec lesquelles tu étais d'accord, il y a les connards bah, en mode identification. Il y a ceux qui cachent leurs connards pour pas ressembler à ceux qui les montrent. Et il y a ceux qui assument. Quelle différence y a-t-il entre un connard d'étape 1 et un connard d'étape 3? Et est-ce que les gens en étape 2 sont pas obligés de confondre? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion? Est-ce qu'on te prend pas directement pour un connard d'étape 1 si on est en 2? Je sais pas si je suis assez clair avec. Euh, les gens qui sont en 2. Donc, en gros, c'est les rationnels, ils ont tendance à prendre le transrationnel pour du pré-rationnel. Bah, de la même Oui, façon, d'accord. voilà, c'est ça la gymnastique. Et bah, du coup, est-ce que quand on est en étape 3, on assume son connard? Est-ce qu'il n'y a pas des chances qu'on soit confondu avec un connard de n'importe quel connard qui passe? Ah, mais Est-ce que si, ça mais c'est sonne pour ça que différent? ouais, ouais, mais c'est pour ça que la plupart des gens méprisent Trump en croyant que c'est un abruti. Tu vois? Mhm, C'est il y a un truc où les gens qui s'assument plus que nous, ça nous vexe. mhm. Et une manière de ne pas se vexer, c'est de les croire inférieurs. En fait, il y a une gymnastique collective qui va consister à montrer cette personne qui s'assume plus, à faire un club des gens qui s'assument moins en disant que c'est ça qu'il faut faire. Une solidarité de déni, quoi, d'une certaine façon. Ah ben j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idéologies qui se structurent là-dessus, hein, ouais, ouais, bien sûr. Mm. Après tu parlais des trois niveaux. Je sais pas si Jean-François Noubel, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il fait référence à la spirale dans la vidéo? En fait, on a fait. Là, donc à l'heure où on tourne cette vidéo, c'est la prochaine vidéo à être diffusée. Elle est en six Ok, parties et on va parler de plusieurs cartes, dont la spirale dynamique et dont juste la carte pré-rationnelle, rationnelle, transrationnelle, mais aussi les cercles de considération, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. d'accord, ok. En termes de spirale, on peut grossièrement attribuer le connard et la salope intérieure à rouge et orange ou Ouais. aux couleurs chaudes en général, en fait. Au, au développement du niveau du je connais mes intérêts et je vais faire en sorte d'en jouir. Après, voilà, depuis rouge et orange, c'est totalement différent. Et il y a aussi jaune. Il y a aussi un connard jaune. Mm, mm. Voilà, c'était le petit aparté sur la spirale. Ouais, non, mais oui, j'entends, ça fait partie du monde, ouais, du mouvement de balancier vers les couleurs chaudes et vers l'individu au centre, quoi. Euh, on va changer un tout petit peu, on va faire un petit détour, mais voilà, si tu veux pas le faire, on le fait pas, et si on le fait, ça reviendra après sur son axe. C'est prévu, ne faites pas ça chez vous. Euh, sur ton site, tu évoques le fait d'avoir vécu un burn-out. Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu de cette expérience? C'est possible? Ouais. Euh, Sous quel prisme, angle, En fait, qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? ce qui m'intéresse là-dedans, alors bah, je vais aller sur les questions d'après. Euh, En fait, si tu poses ton attention sur celui que tu étais à ce moment-là, quelle relation a une personne qui fait un burn-out, donc toi en l'occurrence, tu connais ton expérience, c'est pour ça que je te pose la question, avec ton énergie sexuelle à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ah, elle était au service d'un autre. Ok. J'ai fait un burn-out pour un projet qui n'était pas le mien, pour une entreprise qui n'était pas la mienne. C'est le principe du salariat, c'est d'être au service de l'énergie sexuelle de quelqu'un d'autre. Et voilà, donc c'était un mauvais contrat. Euh, j'ai pas vu venir les difficultés et j'ai fini en burn-out. Et c'était une période difficile, du coup, j'allais vraiment pas bien, je perdais mes cheveux, tout ça. Et c'est là aussi, en tombant au fond du trou quelque part,
que j'ai commencé à me réveiller et à m'éveiller, à poser la question qui suis-je et à ne plus jamais vouloir que c'était comme si je m'étais trahi en fait. Et au bout d'un moment, enfin, après que c'est passé, c'est pourquoi j'ai fait ça. Et il y a une phase de reconstruction en mode, je sais pas, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais c'est comme si ça devenait évident ensuite que ça serait plus ça et qu'il y aura un nouveau chemin qui serait le bon. Et avec une foi très très vite qui arrive, et c'est là que j'ai écrit mon premier bouquin sur les égrégores. Je commençais à m'intéresser à la psychologie, à l'anthropologie, ce genre de bêtises. Et, et la continuité de ça, ça a été un deuxième bouquin sur les hyper réels. Et puis la chaîne YouTube que tu connais maintenant, sur laquelle je partage mes pépites et mes trouvailles sur ce truc de ne pas être l'éponge des autres. Et on n'est pas l'éponge des autres dans la mesure où on s'est individué. Et c'est pour ça que ça devient un axe principal dans ma vie, c'est que j'ai beaucoup été éponge de par ma sensibilité. Je tendance à croire tout ce qu'on me dit, à bouffer tout ce qu'on me donne à bouffer, et à dire oui à tout. Et oui à tout, ça m'a mené au burn-out. Donc au bout d'un moment, non à tout. Je tombe dans l'excès inverse. Et dans ce non à tout, il y a bon, qu'est-ce qu'on s'autorise? Il y a qu'est-ce qu'il y a de bon? Et, et encore, je dis non à tout. Pas, pas, pas encore vraiment, mais je sais pas comment dire. J'ai un gros travail critique maintenant sur absolument tout ce qui me passe sous le nez, sur toutes les personnes que je rencontre. Ok. Je, je, je suis devenu un peu craintif et obsédé de découverte de, de qui est la personne avec son énergie sexuelle et que sa part divine aussi. Et dans un premier temps, est-ce que moi je suis sécurisé par rapport à ça? Et dans un second temps, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à ce que cette personne s'épanouisse dans ces énergies-là? Parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui sont encore dans un mode de vie éponge, qui s'en satisfassent, et en même temps, je vois le contre-coup. Le contre-coup, c'est de compenser, de s'oublier, de se dissocier. Et c'est des gens qui ne se rendent pas compte qu'en se mettant au service de l'énergie sexuelle de quelqu'un d'autre, alors après, il y a des entreprises différentes. Hein. Il y a des entreprises qui beaucoup plus ouvertes et qui laissent plus de liberté à l'expression de chacun et qui, par conséquent, sont des entreprises dans lesquelles l'énergie sexuelle de chacun est souhaitable. Ou l'énergie divine de chacun est souhaitable. Et pas seulement celle du patron qui va utiliser les êtres comme des objets, tu vois. Et, euh, et voilà, enfin, je deviens un peu obsédé, monomaniaque de ces questions-là. Ok. Est-ce que du coup tu considères ce burn-out comme un traumatisme nécessaire dans ton Ouais, bien sûr. histoire? Bah, de toute façon, c'est mon histoire. Enfin, tout ce qui est arrivé est une forme de nécessité puisque c'est arrivé. Oui, après tout le monde n'est pas ok pour avoir ce genre de conclusion ou d'éclairage sur ce qu'il a traversé. Du coup, merci pour ton partage, merci beaucoup. Et c'est intéressant d'avoir cet éclairage justement en quelques mots. Être salarié, c'est être au service de l'énergie sexuelle de quelqu'un d'autre. Je te rejoins là-dessus. Moi aussi, j'ai ce parcours où je suis passé par le salariat avant. Euh, et au bout d'un moment, c'était... En fait, je vois à quoi ça m'a servi, hein, la sécurité que ça m'offrait et la peur d'aller dans le monde, quoi, que ça préservait. Du coup, dans mon expérience à moi, j'ai bossé la nuit, tu vois, beaucoup. Et donc, pas du tout... je me réveille quand la machine s'endort et je m'en vais quand elle se réveille. Donc, du coup,
Il y avait quelque chose de chouette à cet endroit-là où on me laissait tranquille, tu vois. Euh, mais au bout d'un moment, ça m'a vraiment permis de construire le fait que c'était pas assez au bout d'un moment. Donc j'ai bien aimé ça. Euh, Hmm. ça s'est fait progressivement. Puisque j'avais cette zone de tranquillité, j'ai pu faire émerger autre chose de l'ordre de maintenant, c'est bon quoi. On y va. On va jouer. On va s'amuser. Est-ce que Et, dans la transition entre les deux, t'as pas eu un syndrome de l'imposteur? oui, et il s'est réglé de façon vraiment magistrale. En fait, c'était vraiment très violent, mais ça couvait depuis tellement longtemps que du coup, c'était à la hauteur de l'élastique était tendu. Tu vois, genre très 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 fort. Et donc du coup, quand il a lâché, ça a fait vraiment des étincelles. Et notamment, en fait, la façon dont ça s'est réglé, le syndrome de l'imposteur, c'est que je me suis formé. J'ai fait plusieurs formations, mais la plus importante pour moi, eh bien, je l'ai suivie tout entière. On m'a, voilà, on m'a félicité. Donc j'étais encore dans ce rapport-là où euh, j'attendais d'être félicité, donc de bon élève. Et moi, j'ai mon énergie de bon élève qui est, j'imagine que tu connais ça, mais je suis un bon élève, mais j'aime bien qu'on me considère pour moi-même. Donc, du coup, je fous un peu ma merde, mais gentiment, quoi. J'aime bien faire des blagues, j'aime bien mettre celui qui est censé détenir le savoir en difficulté pour voir s'il joue avec moi. Euh, et donc, du coup, j'ai eu pas mal de formateurs. Ça changeait de formateur. Tu fais la formation, tu laisses passer du temps pour pratiquer, puis tu réserves un bout de formation et tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Et il se trouve qu'à chaque fois, bah, ça s'est bien passé, je me suis bien marré, j'ai rencontré des gens super. Et le moment où c'était la validation de l'assertif, eh ben, je suis la seule personne à qui on l'a pas donné. Et pour une et je m'y attendais pas du tout. Euh, je m'y attendais pas du tout. Du coup, ça m'a tapé très très fort. J'étais euh, par terre à me demander. Là, d'un coup, c'était justement le syndrome de l'imposteur. Il était là, quoi. Et juste, bah, je suis allé 4 jours dans le mal, quoi, le plus absolu. J'ai accepté d'y aller. Et au bout du 4e jour, je me suis relevé, j'ai remercié la personne de ne pas m'avoir certifié parce qu'elle me donnait l'occasion de me valider. Alors que sinon, j'allais rester dans le giron de ce on m'a tamponné pour certaines raisons. Je dois rester dans une espèce d'obéissance. Et c'est pas forcément la forme que j'aime, moi. Et je pense d'ailleurs que cette non-certification, elle est due au fait que je débordais du cadre et que c'était une prise de risque de me valider pour eux parce que ça pouvait éventuellement poser des problèmes. En fait, pour résumer et pour bien m'en sortir de l'histoire, mais pour résumer ce que je ressens vis-à-vis de ça, c'est que si j'avais accepté d'être un curé de cette façon de faire, j'aurais pas eu de problème. Mais c'est pas ma façon de voir les choses, surtout quand ça me tient à cœur. Je peux devenir un curé pour des trucs dont je me fous, mais si ça me plaît vraiment, si ça m'interpelle vraiment, si ça vient me chercher, ça vient me chercher. Et je vais pas faire semblant de pas exister pour rentrer dans la case. Et donc du coup, même dans le jour euh, dans les jours de certification, j'ai pas lâché ça parce que je voulais qu'on m'accepte moi et qu'on me certifie moi et que le coup de tampon il tombe pas sur une démonstration de je fais ce que vous voulez. Et donc ça n'a pas marché, mais ça m'a permis de me valider moi-même et je remercierai jamais assez la personne qui ne m'a pas certifié. Parce que c'était magique de voir que j'étais encore, tu sais, à l'école, quoi. Ouais. Et ça a fait cesser ce moment-là, quoi. Ça a vraiment... j'ai dû opérer la bascule de soit j'abandonne tout, et je recherche un poste de surveillance de nuit, soit je m'autorise à faire ça malgré sa flippe à elle, malgré l'institution justement qui te met pas le coup de tampon parce que elle voit que bah c'est moins sûr que certains coups de tampon que tu mets où la personne en fait elle va s'habiller comme tu lui demandes pour avoir de la consistance ou une personnalité qui va remplir son creux avec ça, tu vois. Voilà. Donc je sais pas comment ça sonne pour toi, mais en tout cas c'est comme ça que je le vois avec du recul. Ouais, ça résonne bien, ce truc de ne plus attendre l'autorisation et de s'autoriser à. Moi j'appelle ça. En fait, j'ai l'impression que dans un mode de vie salarié, tu as besoin de l'autorisation de quelqu'un, toujours. Pour travailler, pour nanani, pour nanana, pour aller aux toilettes. Et quand tu sors de ce mode de vie salarié,
ça fait bizarre de s'autoriser. Est-ce que j'ai le droit? D'où je tire ce droit? Pourquoi je suis légitime? Nanani, nanana. Et, euh, et ça fait écho à un sujet dont je parle souvent sur la chaîne aussi, c'est se réapproprier son expertise de la réalité. Il n'y a pas d'expert en réalité autre que moi. Tu vois? C'est et pourtant il y en a beaucoup à la télévision des experts. Il y en a beaucoup des analystes, des chroniqueurs, des coachs. Même moi, je prétends être expert en vrai bail. C'est une farce. Parce que évidemment j'ai mon point de vue, mais il n'est pas plus pertinent que celui du spectateur qui nous regarde, qui lui-même a sa propre expertise en réalité, à qui peut-être on la fait pas, et il nous a bien cerné tous les deux, et on est peut-être deux fanfarons, tu vois. Bah, aussi. Mais et j'aime bien cette idée que les gens puissent se réapproprier leur expertise en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont sous-traité ça au gouvernement, ils ont sous-traité ça aux médias, et du coup, ils sont des perroquets ou des fonctions. Enfin, tu vois, leur identité, c'est d'être la fonction de l'énergie sexuelle de Macron, de je sais pas qui est au pouvoir. Et c'est un peu triste, je trouve. Et aliénant. Ouais, et c'est pour ça aussi que je crée du contenu, c'est pour éveiller les gens. Je pense que j'ai sincèrement une mission d'éveil quasi spirituelle. Ok. Eh ben, Parce que je pars du principe que quelqu'un qui s'éveille ne peut pas revenir en arrière. mm, j'entends. De mon côté, je serais euh, en résonance avec ça jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je pense pas que je puisse déclencher de l'éveil là où il n'est pas prévu, quoi. D'une certaine façon, c'est si la personne, elle est pas, c'est pas son moment, c'est pas son moment. Je pense que Oui, tu me rejoins bien aussi sûr. là-dessus. Mais il y a ce truc-là Ouais. de, par contre, c'est vrai que c'est rigolo d'être un petit coup de pied de biche, peut-être pas celui qui fera s'ouvrir la porte, mais on s'en fout. Le petit coup de pied de biche qui est acceptable, d'être à l'endroit où c'est ok de mettre un coup de pied de biche avec ça. Allez, on y va un peu. Puis on verra si lesquels viendront ou pas terminer le travail. Et peut-être que c'était le dernier et que ça s'ouvre. Mais c'est vraiment... moi, j'avoue que là, le moment que je viens de te partager, c'est un moment qui est déterminant. Ça a mis la recherche de validation d'autorité euh, ailleurs, parce que elle n'a pas disparu. L'autorité, c'est les gens qui viennent me voir. S'ils viennent plus me voir, je bosse pas. Et en fait, il n'y a pas besoin de tampon pour ça. Il y a juste, bah voilà, c'est est-ce qu'ils viennent ou pas? Et qu'est-ce que ça, est-ce que ça leur va ou pas? Est-ce que les moments qu'on partage contribuent pour eux ou pas? C'est vraiment la seule question qui a vraiment de la valeur au fond. Et ça m'a permis de revenir à l'essentiel en fait. Sinon j'étais perdu dans correspondre à ce qu'on attendait de moi, respecter les règles, les codes, et je crois qu'au fond de moi, justement, ce qui a été problématique dans cette expérience, c'est que il y a une grosse partie de moi qui a pas envie de respecter les règlements auxquels je, comment dire, je comprends à la fois peut-être la pertinence du truc, mais j'ai l'impression que ça me réduit dans ma voilure. Et j'ai bien l'intention d'être entier quand je reçois quelqu'un. Le plus possible dans mes capacités, évidemment, puisque justement, comme notre échange d'aujourd'hui, potentiellement, peut encore élargir ce territoire de conscience et de présence. Mais dès que j'ai un nouveau bout de conscience et de présence qui est là, quoi, moi, je suis trop content de pouvoir le tester et voir ce que ça occasionne comme réponse et tout. Parce que c'est forcément ça. Il y a une espèce de jeu qui se fait où ça change tout, en fait. Euh, le Mathieu qui était planqué dans un institut social qui s'occupait de surveiller la nuit et celui que tu as en face de toi, ben, c'est à la fois le même, mais c'est tellement différent. Je suis trop content d'avoir vécu cette transformation d'une certaine façon. C'est trop chouette. Est-ce que tu parlerais d'éveil? Oh, je parlerai de ça en tant que il y a quelque chose qui a été transcendé, oui, à ce moment-là. C'est des limites qui étaient là et qui n'étaient plus là d'un coup. D'un coup, la vie était un terrain de jeu, alors qu'avant,
Hmm. C'était quelque chose dont il fallait se protéger. Donc il y a eu une bascule complète, quoi. Euh, et je suis sorti de sous terre et j'ai commencé à jouer sur le sol, quoi. Vraiment en disant, bon, bah, allez, on va jouer. Il y a des trucs qui vont être plus difficiles que d'autres et il y a des trucs qui vont bien se passer. Puis on va voir ce que ça donne, quoi. Et à vouloir goûter plutôt à avoir de l'appréhension sur, tiens, qu'est-ce que ça va me dire de moi, quoi. J'aime pas trop, voilà. Donc, c'est un peu ça que ça a changé. Mais l'éveil, je suis pas assez spirituel activement pour pouvoir y prétendre, je crois. Ok, ok.